Bonjour à toutes et à tous et un immense merci d'être venus, bienvenue. Merci à nos speakers d'être autour de nos deux tables rondes que j'aurai le plaisir d'animer ce matin. Alors je vais présenter dans un premier temps la manière dont vont se dérouler les deux tables rondes et, euh, la manière dont on va traiter le sujet, vous donner quelques règles avant de donner la parole à chacun de nos intervenants qui auront l'occasion de se présenter et notamment dans le cadre du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je vous demande un petit peu d'indulgence. Je ne suis pas journaliste professionnel, donc euh, euh, il se peut que ça soit amateur, mais je vous demande un petit peu d'indulgence. Euh, L'objectif déjà, c'est qu'on passe tous ensemble un bon moment. C'est aussi faire progresser notre réflexion collective idéalement sur le sujet, d'avoir une sorte de feuille de route qui va pouvoir nous éclairer. Alors on peut avoir aussi des objectifs collectifs qui peut être d'avoir un taux d'attrition assez faible, donc d'essayer de perdre un minimum de personnes durant la conférence. On se remettra en cause. Euh, Deuxième objectif collectif, il y a un virus qui est presque plus grave que le Covid, c'est le virus du coup. Donc je vais essayer de pas trop le dire et on va essayer collectivement d'éviter le du coup en fait. Et puis troisième objectif pour l'année prochaine, c'est d'avoir des tables plus féminines, puisque c'est vrai qu'on le verra, ça fait partie des éléments dans la santé, notamment la santé numérique, ça reste encore des métiers assez masculins. Alors l'agenda, l'innovation en santé numérique, euh, quelle feuille de route ou faire porter les efforts. Donc c'est organisé par Média Interface qui a la chance de faire partie de la première promotion de Paris Santé Campus. Le métier, on aura l'occasion d'y revenir avec l'intervention de son PDG, c'est la création de documents médicaux structurés par la voix. Pour me présenter très rapidement, moi j'ai des compétences en santé digitale à l'international et en stratégie, et modestement je mets mes compétences au service de Média Interface. Alors pourquoi on a souhaité organiser cette table ronde? C'est tout d'abord, il y a différentes raisons de s'emparer de ces sujets. L'intégration du Paris Santé Campus, ça correspond aussi à une conviction européenne. Média Interface, au départ, c'est une société allemande et donc a une vision européenne de la santé. C'est des choses en tous les cas, qui nous questionnent. On voit aussi dans le cadre, et Bernard aura l'occasion de le développer, des enjeux globaux de la donnée de santé dans les changements des organisations. Le rôle angulaire de la santé est donc d'être d'une certaine manière une petite partie de la chaîne de valeur dans la création de la donnée de santé, ça nous questionne. Euh, il y a des enjeux également de souveraineté liés à la donnée de santé qui nous questionnent et qui vont être discutés. Dans toute innovation, pour la mettre sur le marché, il y a une notion de gestion du changement aussi qui est à prendre en considération, et notamment sur des usages qui viennent percuter en quelque sorte des habitudes. Et donc ça nous questionne. Et donc c'est pour ça qu'on a fait deux tables rondes, l'une donc qui est avec les intervenants qui auront l'occasion de se présenter tout à l'heure, avec Antoine Ténière, donc président de PSC, Frédéric Bizard, professeur en économie en santé et président du centre de recherche de l'Institut Santé, Bernard Castel, donc, qui a été directeur de l'innovation dans plusieurs grands établissements, notamment de Valenciennes et dans la transfo numérique, Nicolas Grémy, dont je vais assurer la représentation par procuration aujourd'hui, il a eu un problème important, il m'a appelé hier. Donc ça, c'est la première table ronde qui va nous permettre d'anguler, de questionner nos sujets, j'irai sous différents angles, à la fois sous l'angle de la recherche, sous l'angle des politiques de santé et sous l'angle des personnels de santé et des personnels numériques.
Et la deuxième table ronde, donc, il y aura donc Robert Grober, le PDG de Média Interface, Lilian Bravet, directeur commercial d'un groupe Access Medra Group, et puis William Roland en charge des sujets du numérique en santé ou SNITEM, qui nous donneront des cas concrets. Juste avant de passer la première parole à Antoine, des formations professionnelles, je voudrais rappeler qu'est-ce que l'innovation. On parle d'innovation, mais c'est important de savoir de quoi on parle. Et pour moi, il y a 4 types d'innovation. Je dirais la première, les innovations dirigées par la techno. C'est un peu les innovations de rupture. Alors c'est intéressant, mais ça demande beaucoup de ressources et c'est long à mettre en œuvre. Les deuxièmes types d'innovation, c'est les innovations de type incrémental, qui partent d'un constat marché et on essaye d'améliorer voilà, sous forme d'incrément cette innovation. La troisième type d'innovation, c'est celle qui est basée sur les usages, qui est assez puissant, donc qui peuvent être des innovations de rupture ou des innovations incrémentales. C'est un peu la démarche qu'a eu Doctolib. Ils sont partis d'un constat que les patients n'arrivaient pas à avoir de rendez-vous avec les médecins. Certains médecins avaient des problèmes de secrétariat et l'innovation a été de très bien exécuter cette intermédiation pour être aujourd'hui en mesure de proposer la quatrième forme d'innovation, des innovations de business model qui permettent de trouver d'autres solutions. Donc Antoine va repréciser les caractéristiques dans sa présentation, notamment les innovations en santé, ce que ça peut concerner. Mais d'ailleurs, je vais te passer la parole, Antoine, pour effectivement, d'une part, présenter le rôle que le Paris Santé Campus, donc la recherche peut avoir, préciser également les enjeux liés à l'innovation en santé, voilà, pour questionner notre premier sujet sous cet angle-là. Merci beaucoup David, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Merci de m'avoir invité à venir partager quelques idées, quelques réflexions avec vous et puis surtout qu'on vous voit collectivement comment est-ce qu'on peut les transformer en action, en opération. Je suis vraiment très heureux, je le disais, que Paris Santé Campus accueille cette manifestation ce matin parce que ça incarne bien la volonté globale ou l'ambition de Paris Santé Campus vraiment d'être un cœur d'innovation pour tout l'écosystème du numérique en santé. Paris Santé Campus, c'est un centre inédit qui a volonté justement à rassembler différents acteurs qui existent aujourd'hui mais sont tous dispersés. Certains se connaissent, la majorité ne se connaissent pas forcément. Certains ont envie de travailler ensemble mais ne savent pas comment faire. D'autres n'ont pas encore cette envie-là, mais pourtant ils y ont des enjeux et des intérêts. Et donc notre rôle, à travers la colocalisation sur un site qui est Paris Santé Campus, c'est vraiment de créer tout cet écosystème et puis d'aller au-delà de la simple colocalisation pour créer vraiment un ensemble d'interactions très riches à travers tous ces acteurs. Alors, les acteurs qui sont présents ici, ce sont des acteurs académiques, des chercheurs, des étudiants, des soignants, mais ce sont aussi des acteurs start-up ou industriels à travers toute une suite de solutions qui sont dédiées pour ces acteurs-là et des grandes institutions de la santé, CNAM, HAS, BPI France, ANSM, Agence du numérique en santé, etc., qui sont à disposition de l'écosystème pour amener de l'expertise, pour comprendre aussi les enjeux et les besoins de chacun des acteurs, et puis imaginer ensemble la façon dont on peut lever un certain nombre de verrous, faciliter certaines évolutions, qu'elles soient réglementaires, usages, conception, etc., avec un objectif que tout le monde partage ici, qui est d'accélérer la transformation numérique du système de santé dans tous ces aspects et dans toutes ces déclinaisons.
Et donc c'est cette volonté que met en place Paris Santé Campus, avec une émergence qui est très récente, puisque le site a été ouvert début janvier et il est déjà actif et composé, puisque il y a aujourd'hui 4 instituts de recherche qui sont présents, un sur l'imagerie, un sur l'intelligence artificielle, un sur la modélisation numérique, et puis un dernier extrêmement important sur les enjeux sociologiques, économiques et éthiques des données de santé. Qu'il y a déjà 60 startups qui sont installées, certains grands groupes qui sont déjà engagés, et puis toutes les institutions, comme je le disais, qui participent et qui accompagnent, avec la volonté à la fois d'animer ce site, mais aussi et surtout de fédérer cette dynamique sur le plan national, parce que on va le voir ensemble, l'innovation, elle n'émerge pas que à Paris Santé Campus, bien entendu, mais dans beaucoup d'autres territoires. Et un des enjeux, c'est de mettre en place cette culture et les conditions pour que l'innovation émerge, qu'elle soit reconnue, qu'elle soit accompagnée et qu'elle puisse se transformer justement en des usages innovants. Et donc, effectivement, David a bien rappelé quelques grandes caractéristiques autour de l'innovation. C'est toute une chaîne qu'on essaye d'accompagner pour faciliter à la fois son émergence à travers des stratégies de créativité. On a beaucoup d'exemples à travers beaucoup d'innovations qui sont maintenant complètement diffusées, de la façon dont la créativité peut être un élément essentiel pour arriver à faire générer soit de l'innovation de rupture. On a utilisé beaucoup le mot disruptif, tu ne l'as pas cité dans tes do not, mais ça pourrait être le cas. Soit de l'innovation incrémentale, et donc à travers justement la recherche, à travers le transfert qu'on peut faire de la recherche vers l'entrepreneuriat, la volonté de faciliter et d'accompagner et de structurer justement tous ces processus de créativité. Ce qui est très important pour l'innovation, c'est qu'elle a au moins 2 grandes caractéristiques. La première, c'est qu'elle doit répondre à un besoin, et la deuxième, c'est qu'elle doit être associée à un marché, si on veut vraiment qu'elle aille au bout de son impact. Et donc, de façon pragmatique, on accompagne aussi les entreprises à réfléchir à ces questions-là. On a trop souvent vu des idées qu'on considérait excellentes, mais qui ne répondaient pas à une problématique ou un besoin, en tout cas pas au moment où elles étaient portées, ou qui n'avaient pas forcément de modèle économique ou de marché, et donc qui à un moment s'arrêtent parce que justement elles ne sont pas pensées avec ces objectifs. Donc ça, c'est un premier élément qui est vraiment important. Le deuxième élément qui est important, c'est que au-delà de la créativité, c'est vraiment tout un chemin qu'il faut accompagner pour des nouvelles idées ou des nouvelles technologies ou des nouvelles approches, en se disant que si on a des enjeux technologiques, on a aussi des enjeux d'organisation et d'usage. David en a dit un petit mot tout à l'heure, et qu'ils sont au moins aussi, voire plus importants que le nouveau médicament révolutionnaire ou que la nouvelle application fabuleuse, etc. Parce que derrière, si on n'a pas cette vision-là, eh bien là aussi, l'innovation ne rencontre pas son positionnement. Et un des éléments forts également qu'on voit, c'est que la santé est une des disciplines où l'innovation s'accélère de plus en plus. Vous connaissez certainement tous une loi qui s'appelle la loi de Moore, qui est l'étalon standardisé qu'on utilise pour essayer de mesurer la vitesse du progrès, et qui est en fait l'évolution des capacités des microprocesseurs dans les ordinateurs. Et bien, dans la santé, quand on prend un autre étalon, qui est l'étalon d'analyse du génome, eh bien, la vitesse d'évolution de ces capacités d'analyse du génome a dépassé la vitesse de la loi de Moore pour atteindre des vitesses qui sont absolument extraordinaires. Et ce qui explique qu'à travers la révolution génétique puis génomique maintenant, sur les 50 dernières années, on est en capacité de réaliser des choses qu'on n'avait pas imaginées il y a 20, 30 ou 40 ans, notamment sur l'analyse génomique. Et on est passé de plusieurs années pour arriver à analyser, enfin séquencer la totalité du génome humain, à maintenant la capacité de passer plusieurs séries de milliers de génomes humains en une demi-journée ou en une journée et de les analyser derrière. Donc cette innovation, elle s'accélère de façon majeure, et tout l'enjeu pour nous, justement, c'est d'arriver à suivre ces cycles d'innovation et de les accompagner par des cycles de régulation. On en parlait tout à l'heure, la santé en France est un secteur qui est très régulé, et il faut que les pouvoirs publics
accompagne ces évolutions, et puis par la capacité justement à intégrer ces nouveaux usages dans les pratiques courantes. Et finalement, on voit qu'à un moment, le bottleneck, si on a le droit d'utiliser un petit peu d'anglais, je parle sous le contrôle de David, il va être la capacité à intégrer ces éléments dans les nouvelles organisations, dans les nouveaux usages que génèrent ces innovations. Et donc, il faut vraiment arriver à penser tous ces éléments à la fois dans une logique B2B, parce que ça peut être un enjeu, mais aussi dans la logique B2B2C ou B2C. Et quand je parle donc avec ces termes-là, je pense professionnels de santé, patients quand on parle du soin et société de façon plus large quand on parle de la prévention. Donc un des enjeux quand on pense innovation, ça va être pas uniquement de se dire comment est-ce qu'on peut faire émerger de l'innovation, on va la caractériser, on va mettre tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse émerger, la reconnaître, l'accompagner, etc. Mais c'est aussi et surtout se dire comment est-ce qu'elle est calibrée et est-ce que derrière, on a la capacité d'animer toute cette chaîne qui va faire en sorte que cette innovation, eh bien, elle rencontre vraiment des transformations au sein de la société. Et donc là aussi, quelques exemples récents. Il y a des exemples et des contre-exemples, mais dans les exemples, on a tous vu la façon dont des innovations peuvent émerger de façon extrêmement rapide, notamment parce qu'il y a un besoin, notamment parce qu'il y a une urgence, et à travers la crise épidémique, vous avez tous les exemples des applications numériques, tous anti-Covid, des enjeux autour de la télémédecine, par exemple, qui sont des éléments qui montrent combien certaines innovations parfois étaient présentes, un peu contrôlées par un certain nombre de choses, que ce soit des outils technologiques, que ce soit des outils de régulation. Et puis quand il y a vraiment un besoin et qu'on arrive à annihiler les choses, eh ben, on a un caractère d'expansion extrêmement fort. Pour mémoire, par exemple, sur la télémédecine, on est passé de quelques milliers de téléconsultations par mois à plusieurs millions par semaine à partir du moment où il y a eu un besoin fort qui était lié à l'épidémie et où on a déverrouillé un certain nombre de régulations qui étaient existantes auparavant. Voilà, donc, et vous avez tous quelques très beaux exemples de la façon justement dont on peut accompagner ces innovations. L'enjeu pour nous, et pour terminer ce propos, c'est clairement d'engager encore plus cette révolution numérique dont on est vraiment au tout début. Je pense que c'est important de le comprendre. On en voit la portée, on en voit les potentialités, mais malgré tout, la stratégie de données et ses usages est pas dire balbutiante, mais en tout cas vraiment au début. Et puis d'avoir une vision vraiment intégrative de l'ensemble des éléments et de cette chaîne qui va nous permettre d'aller au bout en intégrant l'ensemble des acteurs qui vont la porter. Voilà. Et c'est vraiment avec cette vision-là qu'on aura le maximum d'impact. Et peut-être pour terminer et donner un petit peu de champ à cette révolution, j'avais le plaisir de discuter avec un de nos membres fondateurs qui est le directeur de l'École normale supérieure Frédéric Worms, qui se trouve être philosophe, pour essayer de comprendre dans quel moment on se trouvait avec cette révolution numérique. Et il me disait, finalement, moi je vois trois grands changements, trois grands paradigmes dans l'évolution de la santé. Le premier, c'est l'inclusion des approches scientifiques, il y a plusieurs milliers d'années. La médecine était auparavant un art et donc est devenue une science avec des règles, avec du raisonnement, avec de la démonstration, etc. La deuxième grand changement, c'est l'ouverture vers l'ensemble des humains, c'est-à-dire la mise en place des systèmes de financement, de sécurité sociale, etc. Et puis la troisième, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire cet enjeu numérique qui représente, au-delà de la question de la donnée, des capacités de génétique, etc., des éléments d'intermédiation et de modification profonde de la façon dont on va justement soigner. Donc c'est avec ce champ-là qu'on accompagne justement cette vision sur l'innovation et notamment le numérique. Merci Antoine pour cette introduction, et j'aurai l'occasion au cours de cette première table ronde de revenir sur différents sujets. Mais je note plusieurs points qui seront intéressants pour rebondir: la culture de l'innovation, la gestion du changement dont on aura l'occasion de rediscuter avec Bernard, et puis le troisième point pour lequel on va laisser Frédéric rebondir,
c'est en effet la dimension régulation, l'ensemble de la chaîne de valeur aussi, parce qu'il y a les pouvoirs publics, il y a les politiques de santé, il y a le patient, acteur de sa santé. Enfin, on est sur des choses un petit peu plus globales. Et donc, je vais te laisser la parole pour rebondir sur les propos d'Antoine Frédéric, en te laissant te présenter rapidement, et notamment les travaux de l'Institut Santé, et puis les positions, en fait, enfin les réflexions liées à l'innovation. Oui, merci beaucoup David de m'avoir invité. Très honoré d'être avec des grandes personnalités du numérique. Moi-même n'étant absolument pas un expert du numérique. En effet, je suis professeur d'économie, de macroéconomie à la base, mais je travaille depuis des années sur la refonte du modèle social et du système de santé en particulier. Et comme on atteint seul un plafond de verre, à un moment, je me suis dit qu'il fallait y aller collectivement dans cette refonte pour améliorer la réflexion, mais aussi pour trouver des points d'équilibre entre les différentes sensibilités, sensibilité sectorielle, sensibilité statutaire, sensibilité politique. Et donc, en effet, j'ai créé l'Institut Santé il y a 4 ans maintenant, qui a une centaine de personnes qui ont réfléchi pendant... D'abord 18 mois en interne pour essayer de construire un contenu, et puis ensuite à travers des conférences de consensus pour trouver les points d'équilibre entre toutes ces sensibilités. Je pense qu'on y est arrivé à travers un concept qu'on appelait l'autonomie solidaire en santé. Bon, parce que les IACA, c'est bien, constater la crise, c'est bien, mais ce qui est compliqué, c'est de trouver des solutions qui fassent système. Bon. Alors, quelques mots sur ce nouveau modèle, et je parle au nom de ces personnes-là, parce que ce que je vous dis là résulte de cette intelligence collective. Je vois qu'on a Marina qui est là, Bernard nous a aidés aussi. Et après, je dirais un mot sur la notion d'écosystème, qui est en effet clé, et puis un mot de façon très modeste sur le numérique, mais ma vision, en tout cas, d'économiste par rapport à cette transformation numérique. Alors, d'abord, il y a une forme de déni de la crise chez des composantes assez importantes du système. D'où la grande difficulté qu'on a aujourd'hui à transformer le système. Nous sommes toujours sur le modèle de 45 et de 58, avec des résistances très importantes de ce changement qui sont assez naturelles, puisqu'il y a d'abord il y a une difficulté de pensée systémique. On est toujours à l'aise avec un système qu'on connaît depuis des années et beaucoup moins à l'aise sur un système qui se réfléchit dans un premier temps plutôt intellectuellement que de façon pratique. Mais il faut avoir strictement aucun doute que la crise profonde dans laquelle on est absolument logique et en adéquation avec la situation telle qu'elle est, puisque non pas que notre système soit devenu mauvais, c'est que l'environnement autour de ce système s'est complètement transformé, dont la révolution technologique, mais aussi la démographie, qui est la mère de toutes les évolutions quand on réfléchit à des systèmes sociaux, et la transition épidémiologique. Donc cette triple transition démographique, épidémiologique et technologique fait que, de toute façon, notre système a complètement déraillé depuis une vingtaine d'années. Il n'est pas du tout en adéquation. Donc on a une crise qui est une crise d'inadaptation du système qui a été pensé dans un monde qui n'existe plus ou qui s'est transformé, pour ne pas être excessif. Donc ça, c'est bon, on pourrait passer une... Mais il faut être convaincu que vous pouvez toujours rafistoler ce système de 45 qui a été formidable. Donc c'est pas le truc, dont les valeurs sont à conserver, pas le sujet. Au tout du moins, nous, on est parti là-dessus, parce qu'on pourrait se dire, on va vers un modèle à l'américaine, comme le souhaitent certains, ou un modèle à l'anglaise. Mais si vous voulez conserver un modèle à la française, il faut conserver les fondamentaux. Alors, il y a 3 évolutions importantes. Évidemment, je ne vais pas vous dérouler tout ce nouveau modèle, mais il y a juste 3 fondamentaux à prendre en compte. La première chose fondamentale, le premier pilier du nouveau modèle, c'est, pour faire simple, passer du soin à la santé. Vous savez qu'on a un système de soins, on n'a pas un système de santé. On a créé le meilleur système de soins au monde. Ça, c'était le fait que à la fin, au début des années, en 2000, on a été élu le meilleur système de, pas de santé, mais de soins du monde. Moi, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, mais j'avais parlé un peu de champ du signe. C'est-à-dire qu'on a été les meilleurs à rendre accessibles les professionnels de santé partout dans le territoire. D'accord ? Ce système-là, dans cette triple transition, il est mort. Si vous attendez que les gens soient malades pour s'occuper des gens en matière de santé, votre système s'effondre, même si vous êtes champion du monde du soin. Donc, il faut avoir cette approche holistique,
transversale, globale, vous l'appelez comme vous voulez, c'est-à-dire utiliser l'ensemble des déterminants de santé, économiques et sociaux, comportementaux, environnementaux, etc. Je rappelle que quand on s'intéresse juste aux soins par rapport à la santé, on s'intéresse à 20% des déterminants de santé. D'accord ? Donc vous voyez en plus toute la puissance que vous avez. Ça, évidemment, ça transforme toujours le triptyque sur lequel il faut travailler, qui est la gouvernance, l'organisation et le financement. Okay ? La deuxième évolution, vous savez que ce système de soins est piloté depuis Paris, et ce qui est piloté, c'est l'offre. On pilote des professionnels de santé, on pilote des établissements de santé. Toutes les réformes, si vous prenez juste des 20 dernières années, ont été des réformes qui ont concerné les professionnels de santé. Prenons une chose sur laquelle je vais revenir, la territorialisation qu'il faut absolument faire, c'est une territorialisation de l'offre. D'accord ? GHT, CPTS, il n'y a pas un Français, si vous allez dans la rue, vous leur dites c'est quoi ton GHT, c'est quoi ton CPTS, il n'y a pas un Français qui vous dit mais enfin, il parle chinois lui. D'accord ? Donc ce n'est pas pensé pour l'usager. Donc le nouveau modèle doit être piloté à partir des besoins de santé. D'accord ? Ça c'est la deuxième transformation, ce qui transforme beaucoup de choses. En effet, il faut des territoires de santé pensés pour les usagers. D'accord ? Et si vous prenez par exemple l'ONDAM, tout le monde connaît ici, hein, Objectif national de dépenses d'assurance maladie, il est construit à partir d'une évaluation de l'offre. Hein, vous avez l'hôpital, la ville, le médico-social et puis divers, hein, le FIR et puis divers. Bon. Ben, vous voyez que là, vous inversez, c'est-à-dire que vous allez constituer votre budget à partir de l'évaluation des besoins que vous allez avoir, en affection de longue durée, en prévention, en innovation, en autre. Bon. Donc ça, c'est la deuxième transformation. La troisième, c'est la démocratisation de la santé. Si vous voulez un système centré sur l'usager, il faut faire participer l'usager, au sens large, aux décisions de santé. Si vous voulez un système qui soit performant du côté des soins, il faut faire participer les professionnels de santé à la décision. On a vu ce que donnait l'ultra-bureaucratisation, l'ultra-transfert des pouvoirs à l'administration. Et vous pouvez avoir le meilleur haut fonctionnaire possible. On a plein de directeurs formidables dans les ARS et dans les choses. Mais ce système ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner. Si vous démédicalisez, si vous déresponsabilisez ceux qui font la santé et vous ne les faites pas participer à la décision ou vous les faites participer de façon consultative, ça ne fonctionne pas. Donc vous êtes obligé de mettre en place un système qui soit le plus démocratique possible. Notre système n'a rien de démocratique. Ça ne veut pas dire que l'État, la démocratie représentative, ne doit pas avoir une place importante. La stratégie nationale de santé, par exemple, il faut mettre en place une loi de programmation sanitaire, idée qui a été reprise par tout le monde, tant mieux, mais ça c'est une décision parmi bien d'autres. Donc vous avez ce nouveau triptyque qui constitue le socle du nouveau modèle. Ceux qui sont intéressés peuvent aller sur le site, ceux qui n'aiment pas lire vont sur le site institut-santé.org. On a fait plein de vidéos pour essayer Ça, honnêtement, voilà, ça doit être partagé par tous. Après, quand on descend un peu plus bas dans l'implémentation de la réforme, évidemment, là, il peut y avoir des visions différentes. Mais si vous voulez un modèle à la française qui redevienne compétitif, clairement, c'est cette direction-là. Si je te synthétise en quelque sorte, Frédéric, tu penses que toi, l'innovation en santé... Attends, j'ai pas vu. Je finis avec l'innovation, puis après, l'innovation, qui fait partie d'un des 5 chapitres sur la chose. Bon, on sait tous, l'innovation, c'est dépendant d'un écosystème fort. Bon. Je vais prendre le cas de l'innovation thérapeutique, je dirais 2 mots sur le digital. La France dispose des ressources parmi les plus qualitatives au monde pour être innovant en matière de santé, de recherche thérapeutique. On a parmi les meilleurs chercheurs au monde, on a des ressources très importantes, on est un pays extrêmement riche, on a les infrastructures qu'il faut, on a l'histoire, on a tout. Et pourtant, on n'arrête pas de décliner. Si vous regardez différents critères, mais prenez la crise sanitaire et ce qui a permis de résoudre la crise sanitaire. La France, nulle part. Okay ? Donc, on a un problème d'écosystème. Écosystème, hein, on parle toujours de l'écosystème, mais je rappelle que c'est quand même un ensemble de ressources humaines, technologiques, financières qui cohabitent. Pas forcément sous la même structure physique, mais qui cohabitent. On n'a aucun écosystème efficient sur toute la chaîne.
ou tout du moins, je parle de façon systémique, parce que vous allez dire, si, moi j'en connais, là-bas, ça fonctionne très bien, mais de façon systémique. On n'a pas le bon écosystème entre les hôpitaux et les centres de recherche. Okay, et je pense que l'avenir de l'hôpital public, c'est dans la recherche, pour se différencier des autres structures hospitalières. On n'a pas le bon écosystème entre ce premier écosystème et les startups. On n'a pas le bon écosystème entre les startups et le monde du financement. On a cru que c'était le système privé qui allait financer tout ça. Les États-Unis, c'est public. Hein. Le financement des startups, des biotech aux États-Unis, c'est 80% public. C'est impossible de financer avec de l'argent privé des startups de biotechnologie, ou à la marge. Le modèle, il ne tient pas pour aucun venture capitaliste. Bon. Mais nous, on a cru que c'était ça. Donc, il faut le financer. Bref, on peut comme ça aller. Donc, il y a à concevoir ces écosystèmes. Et ça, c'est extraordinairement politique. Parce que c'est aux politiques de décider qui travaille avec qui et comment on organise, qui fait fonctionner le public et le privé. D'accord ? Ce n'est pas les startups, et on ne manque pas de startups. Il y a eu un formidable succès depuis quelques années pour dynamiser ce monde des startups, mais on a bien vu que ça a un très faible impact en matière de santé. Donc on voit bien que c'est ça qui manque. Mais ce n'est pas suffisant. Puisque, troisième point sur le numérique, on a créé, et Paris Santé Campus, pour moi, était une excellente idée pour justement construire cet écosystème. Puisque c'est une agrégation de l'ensemble des concepts, des ressources. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois, mais peut-être qu'Antoine dirait que ce n'est pas tout à fait le truc. Mais disons que c'est ce qui est amené à construire un écosystème fort dans le digital. Mais le digital n'a rien de disruptif en soi. Le digital est un outil qui va permettre à un système qui est sur les bons rails de fonctionner. D'accord ? Et de fonctionner avec toute la puissance de la nouvelle technologie. Je vous prends un exemple. Beaucoup me disent « Ah, le digital, ça va permettre de décloisonner les soins. » Mais tu rêves. Le digital ne décloisonne rien. Le digital ne va pas décloisonner l'hôpital, la ville et le médico-social si on garde notre système cloisonné tel qu'il est. Parce qu'il a été pensé de façon cloisonnée. Et il fallait le cloisonner il y a 50 ans. Quand on était sur un risque court, sur un risque des pathologies aiguës. Donc, vous mettez le digital dans un système cloisonné, vous avez ce qu'on a aujourd'hui. Un énorme gâchis. Okay ? Qu'on ne me dise pas que l'hôpital communique avec la ville. Vous allez voir, j'ai eu un grave accident il y a 3 mois, vous allez sur 21 heures de galère à l'hôpital, dans le point. Donc il n'y a aucune, ou n'exagérons pas, il y a une très faible communication entre les secteurs. Parce que tant qu'on aura une gouvernance, une organisation telle que, par exemple, le plein temps hospitalier, est tout à fait antinomique avec le décloisonnement. Parce que vous dites aux hospitaliers, vous ne quittez pas l'hôpital. Pour juste vous prendre un exemple. C'est évident qu'on doit avoir une gouvernance unifiée. Si vous avez des libéraux qui discutent avec l'assurance maladie, un hôpital qui est sous la tutelle de l'État et des EHPAD qui sont sous la tutelle des départements, vous verrez que ce n'est pas comme ça que vous allez décloisonner. Bon. Et donc, si vous voulez, c'est là où le nouveau modèle, il nous tend les bras. Parce que vous voyez que tout ça, c'est une question de décision politique et ça peut aller très vite parce que pour le coup, si vous décloisonnez une gouvernance unifiée, si vous permettez aux hospitaliers d'aller autant en ville quand ils le veulent, mais de façon organisée, tout ça est pensé sur la chose, vous faites la transformation du système. Et là, le numérique permet d'exploser la performance du système parce qu'il permet évidemment d'utiliser tout son potentiel. Prends un dernier exemple. L'agence de l'innovation qui a été créée, qui est en cours de création, mais en tout cas qui a été votée, c'est une formidable idée. On l'appelle de nouveau, c'est dedans, je pense que c'est assez général. C'est-à-dire avoir une structure qui soit transversale de la recherche jusqu'à l'accès au marché des innovations. C'est vraiment important de l'avoir. Sauf que si vous rajoutez, comme on l'a fait, une couche au-dessus de toutes les couches d'agences qui existent, vous êtes sûr que ça ne va pas aller très loin. Donc,
Vous voyez que la difficulté, quand vous êtes dans le rafistolage et dans essayer de dire dans le système, je ne le change pas, mais j'essaie de rajouter des briques parce que je sais qu'il faut ce truc, ça ne peut pas fonctionner. Donc il est évident que cette agence de l'innovation, cette approche transversale, il faut qu'elle se substitue à l'existant. Sinon, vous êtes dans ce qu'on a vu dans toutes ces agences de santé publique. Il ne manque pas d'agences de santé publique, hein, HSP, une partie de l'HS qui fait de la santé publique, l'HCAM, tous ces gens, ne se font que concurrence. Donc quand il y a eu une crise sanitaire, ce sera mon dernier point, tel qu'on l'a vu, où il faut aller très vite, prendre des décisions très vite, avoir une expertise qui soit capable de penser très vite et de décider très vite. Le président de la République, il a dit c'est bon, j'ai compris, je fais mon comité scientifique. Et moi, j'aurais pas aimé être à la HCSP et dans tous ces comités qui existent déjà. Mais il n'a pas eu le choix, parce que c'est particulièrement inefficient. Et là aussi, ce n'est pas un problème de ressources. On a que des problèmes de riches dans ce pays. On ne manque pas d'experts et de gens qui peuvent nous aider. Mais ils sont dans un système qui, véritablement, annihile toute capacité d'efficacité du système. Donc, pour finir sur une note d'optimisme, c'est que globalement, on sait ce qu'il faut faire, et nous, on est très à l'aise. C'est-à-dire que s'il y a un autre plan plus efficace, il faut le prendre. Mais je crois que quand on connaît le monde politique comme on le connaît relativement bien, tous ceux qui sont dans cette salle-là sont d'abord co-responsables de la crise. Il faut bien voir que c'est facile de dire « ouais, mais bon, les politiques n'ont pas su… » Mais les politiques, ils suivent globalement un peu la tendance. On peut leur reprocher, mais globalement, il y a une tendance qui, si vous prenez juste le monde de la médecine libérale, par exemple, eh bien que vous avez 5 syndicats, les 5 syndicats pensent différemment. Donc comment voulez-vous que l'État puisse véritablement décider et agir? Donc je crois qu'on est tous responsables de trouver des points de consensus qui permettent aux politiques de transformer le système. Mais il y a quand même assez urgence, parce que ce gâchis, il finit quand même par se transformer par des pertes de chance, par des conséquences qui seront socialement, je le pense en tout cas, et là c'est un point de vue purement personnel, le reste était sur une analyse qui était collective, mais qui, à mon avis, peut entraîner des conséquences sociales qu'il vaut mieux éviter. Merci. Je reviendrai aussi sur un sujet, parce que est-ce qu'on doit, c'est une question aussi qui me questionne, est-ce qu'on doit dépasser les cadres nationaux? Est-ce qu'on doit penser la santé au niveau européen? C'est des choses intéressantes, notamment liées à la donnée de santé. Mais j'aimerais que Bernard réagisse, parce que là, on est parti, c'était le but, hein, un peu de partir d'hélicoptère, et puis de redescendre au niveau aussi des établissements. Et donc la notion pour qu'une innovation aussi, elle prenne son envol, il y a des notions de gestion du changement, des notions, Antoine l'a évoqué, sociologiques aussi liées aux professions de santé. Et donc Bernard, j'aimerais bien que tu développes ces différents points, connectés bien entendu avec les 2 premières interventions, mais toujours dans le cadre de notre feuille de route en innovation en santé numérique, voilà, pour qu'elle puisse en fait maximiser les bénéfices médicaux, sociétaux, économiques. Oui, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de ce que j'ai déjà entendu auparavant et j'adhère à un certain nombre d'idées. Donc moi, je vais vous parler de l'unité. L'unité, c'est le territoire, et le territoire, c'est un endroit où quand les gens se font soigner, ils se déplacent dans un périmètre géographique qui est, qu'on soit ici, ailleurs dans le monde, de toute façon, c'est comme ça qu'on se soigne. On se soigne dans un territoire et dans un réseau. Donc, moi, je suis un passionné du territoire, donc je suis radiologue à l'origine, et puis je fais la radiologie, je me suis occupé de cancer pendant 25 ans, mais parallèlement à ça, je me suis beaucoup intéressé effectivement à la santé. Alors, juste pour préciser, soins et santé, c'est quoi? La santé, c'est de la prévention, c'est-à-dire je ne veux pas être malade, à l'accompagnement palliatif, c'est je suis très malade et je vais mourir, et donc j'ai besoin qu'on m'accompagne. Donc, là-dedans, il y a du soin. Bon, et ce soin qui pèse 20% de ce que l'on sait faire très bien depuis des dizaines d'années, ça consomme à peu près, alors je parle sous ton contrôle, Frédéric, à peu près 80% de l'argent qu'on dépense, en gros, et ça de façon systématisée. Donc, évidemment, cet argent va vers les agents majeurs que sont les hôpitaux et un certain nombre d'acteurs qu'on a cités ici. Et ça, de façon naturelle, ça s'est installé. Et effectivement, le système a été bon. Et le système a prouvé son efficacité
en matière de soins. Reste que la santé, c'est pas que le soin, et donc du coup, on est confronté à ça. Alors pour des tas de raisons, mais quand on pense numérique, effectivement, et là je valide l'idée que Frédéric a défendue tout à l'heure, je valide l'idée que sans organisation humaine, il n'y a pas de numérique qui marche. Voilà. Alors je vais vous dire pourquoi je le pense, parce que je suis, moi, sur un territoire où j'essaye de sortir du cadre général de ce qui peut se faire, pas se faire, réglementé, pas réglementé, et on essaye de mettre en place des actions très concrètes de manière à ce que l'hôpital travaille avec la ville avec le médico-social avec le domicile, et le patient avec ses IoT qui reviennent vers nous avec ses données. Et donc, cette dynamique de l'action et de démontrer in vivo que les choses marchent, elle passe par un facteur très important que je partage avec vous. Les gens qui sont formés à faire du soin ou de la santé, ils sont formés le plus souvent aujourd'hui par compagnonnage. Le compagnonnage, c'est je vais apprendre mon métier à côté de quelqu'un qui connaît le métier. Et donc ce compagnonnage, il est fait pour toutes les professions de santé en général et évidemment celle du soin en particulier. Et donc c'est un dogme. Qu'est-ce que c'est que le compagnonnage? C'est j'apprends une pratique, c'est-à-dire que j'apprends tous les jours à faire quelque chose que je vais faire de la façon la plus experte possible un jour et dont je serai le propriétaire. Et je suis dans un dialogue singulier, c'est le mot qu'on utilise, avec mon patient quand je suis médecin, mais quand je suis infirmière, kiné, etc., c'est pareil. Et donc je travaille avec quelqu'un en direct parce que c'est ma pratique. Ma pratique, c'est quoi? C'est quand même quelque chose de très important dans ce qui est mon métier. Moi, je suis radiologue, par exemple. Le métier du radiologue, c'est de regarder du blanc et du noir et d'essayer d'en faire des diagnostics le plus précis possible. Mais le diagnostic, pour une maladie, ce n'est pas juste une image, même si l'image est, comme on dit, pathognomonique, c'est-à-dire que ça ne peut pas être autre chose. Ben oui, parce qu'il y a de la bio, on regarde les cellules et puis on s'intéresse maintenant au génome et à plein d'autres choses. Donc, mon métier, si je change ma pratique, je change mon métier. D'accord? Et si je change ma façon de faire mon métier, je suis dans une chaîne organisée, plus ou moins coordonnée, hein, avec la ville, etc. Mais si je change de métier, alors l'organisation dans laquelle moi j'agis, elle change. Obligatoirement, si moi je bouge, ça bouge. On nous a promis aux radiologues avec l'IA, on nous a dit « Waouh, ça y est, les algorithmes vont tout interpréter le blanc et le noir, vous inquiétez pas, 40% de votre temps, vous allez récupérer pour faire de la vraie médecine ou alors autre chose. » Bon, la réalité, c'est non. C'est pas ça qui s'est passé. Et moi, j'ai été en France le premier à signer un contrat avec une entreprise américaine qui nous promettait 4 algorithmes déjà fonctionnels sur l'imagerie, alors y compris avec la vidéo, etc. C'est très très performant. Et on nous promettait 30 algorithmes par an. On va vous fabriquer 30 algorithmes par an. On a fabriqué un algorithme en 4 ans. Bon, les autres existaient déjà, d'accord? Un algorithme. Et sur quoi? Sur la radio standard. C'est-à-dire face profil du poignet quand je vais aux urgences pour voir si c'est cassé. Donc vous voyez entre la promesse du numérique et de l'IA et la réalité de chaque jour. Et on a été des précurseurs, parce qu'on y a été. Mes jeunes radiologues sont venus me voir en me disant « Tu prends de l'IA, nous on s'en va, parce que tu vas nous remplacer par des machines. » Je leur ai dit « Bougez pas, ça ne devrait pas se passer comme ça. » C'était intuitif. 3 mois après, tout le monde était rassuré. Et ils sont toujours en train de travailler avec les mêmes algorithmes et en construire d'autres. Donc ça, c'est quand même très, très important parce que pratique, métier, organisation, c'est quelque chose qui est lié. Et dès lors que, et c'est ce que rappelait Frédéric tout à l'heure, c'est que dès lors que vous changez la règle du jeu, c'est pas le numérique qui peut venir changer la règle du jeu. Le numérique va venir consolider une règle du jeu que vous avez accepté de changer auparavant. Donc, pour accepter de changer, il faut que l'usage montre qu'il est utile. On est en santé, en soins et en santé, on est dans des métiers d'action. Alors, c'est quoi un métier d'action? C'est, tu me dis que tu as mal au dos, je ne te réponds pas, reviens dans 15 jours, je vais y penser. Tu me dis que tu as mal au dos, il faut que je te réponde si ce mal au dos correspond à telle et telle chose et que je te donne une solution pour avoir moins mal au dos, quel que soit ton âge, ta fonction, etc. Ça, c'est fondamental. Donc, un métier d'action, c'est quoi? C'est, tu me donnes un élément numérique et je m'en sers
D'abord, je m'en sers parce que je peux m'en servir. Hein. Quand il fait noir, j'allume une lampe et je fais de la lumière devant moi. Donc, quand on me donne une solution numérique, il faut que ce soit aussi facile qu'allumer une lampe. Donc, si tu me mets sur des ordinateurs où il faut que je change 3 fois d'écran, etc., ta solution numérique, elle est à la poubelle à l'hôpital. C'est pas possible. En imagerie en particulier, mais pas que. Donc, il faut que ce soit utile et que je le considère comme utile. Il faut que ce soit utilisable. Je vous prends un exemple. Il y a une étude qui a été faite dans les EHPAD avec une solution numérique super intelligente où on essayait d'optimiser la relation humaine versus le temps qu'on n'a pas pour faire les toilettes. Bon. Et on met ça en place. Il fallait que les aides-soignantes, tous les quarts d'heure, aillent appuyer sur un bouton de je ne sais quoi, enfin sur un écran. Enfin, vous imaginez que c'est tombé à l'eau au bout de 3 jours, quoi. Ça ne marche pas. Donc, ça peut être considéré comme utile, mais je ne peux pas l'utiliser parce que je n'ai pas le temps, parce que c'est pas ça, bon, pour plein de raisons. Et donc, il faut aussi que ce soit utilisé, c'est-à-dire qu'au fond, une fois qu'on a décidé que c'était utile et utilisable, il faut que ce soit suffisamment utilisé pour que ça procure de la donnée et que cette donnée vienne vérifier que le service médical rendu au patient, c'est un plus. C'est-à-dire que ça apporte à la personne qui est au bout de la chaîne dont on s'occupe, et qui est le patient, il est là au début et à la fin de la chaîne, il faut lui donner à lui une réponse. Donc là, je vous ai parlé du micro, mais ce micro-là, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est toutes nos discussions, c'est toutes nos conversations. Donc moi, depuis 25 ans, je suis sur cette thématique de dire qu'on peut faire des territoires intelligents. Et ces territoires intelligents, à travers divers projets que j'ai menés depuis maintenant une quinzaine d'années de façon assez systématique sur numérique et santé, je me suis aperçu que effectivement la coordination c'était pas présent, les acteurs c'est les acteurs de la santé, c'est les politiques, je parle du territoire, les politiques, les agents économiques, les agents associatifs, évidemment le patient, usager, citoyen, votant, etc., électeur hein, aussi, et puis tous ceux qui s'occupent de tout ça. Donc, évidemment, les hôpitaux. J'ai considéré, et je pense que c'est une voie utile pour la gestion des données, et notamment une gestion des données, et là je reviens à ce qu'on disait au tout début pour Paris Santé Campus, c'est que, effectivement, ce qui va avoir de la valeur, tout le monde croit être assis sur un tas d'or. Personne ne sait exactement où est l'or. Chaque directeur d'hôpital, de clinique, de je ne sais quoi, pense que comme il a des données, ça doit valoir quelque chose. Sauf que personne ne sait définir ni la valeur que ça a, ni où ça se trouve. Donc, l'intérêt de la recherche, effectivement, et c'est l'intérêt aussi de travailler sur des territoires, sur des GHT, donc des groupements d'hôpitaux, avec des établissements privés, les cliniques privées, avec aussi les cliniques, les hôpitaux privés, mais à but non lucratif, etc. Et tous les acteurs de vie, etc. Ces données, il faut les collecter le plus possible. Donc, mettre en place des socles de gestion de la donnée. Et à partir des hôpitaux, c'est intéressant parce que l'hôpital reste un acteur fort du territoire, quelle que soit la quantité et la qualité des problèmes qu'il a. Donc, il peut être un des instigateurs de ce changement, qui n'est pas une rupture, qui est vraiment un changement. Deuxièmement, il peut être non seulement l'instigateur, mais proposer à la médecine de ville ou à la médecine médico-sociale de venir, par les données produites, emmener des éléments de vie réelle. Parce qu'on sait que c'est ces éléments de vie réelle qui vont valoriser les données initiales de la maladie pour pouvoir discuter avec l'industrie, qu'elle soit pharmaceutique, medtech, génetech, etc. On voit bien que là, on a une chaîne de valeur et qui revient à dire que quand on discute avec des entreprises, quand je reçois des startups, là où moi je travaille sur le territoire et que les gens me disent « bon, à qui je parle ? Comment je parle ? Quelle valeur ça a ?» etc. Je leur dis « ok, on va commencer par le besoin et on va voir jusqu'où vous voulez aller. » Parce que ce que vous avez fabriqué là, enfin l'hypothèse qu'ils ont posée, l'algorithme par exemple, des fois qu'ils proposent, c'est de dire jusqu'où on peut aller dans la chaîne de valeur pour effectivement qu'à un moment donné, quelqu'un lui donne la valeur qui est souvent, effectivement, un interlocuteur industriel ou d'État, etc. Donc, je finis en disant que cette unité territoriale, même si on la redéfinit selon le pays où on est, en Europe, je parle en particulier, si on la redéfinit et si on lui donne un autre contenu,
il faudra tenir compte effectivement de ces quelques éléments que je vous ai livrés, qui sont des éléments qui, dans le changement attendu et les transformations possibles, vont constituer des éléments forts qui sont de caractère sociologique. On voit bien que ces éléments de sociologie, plus ou moins précis, constituent effectivement des défis à relever, indépendamment des défis technologiques que procurent les solutions numériques. Merci Bernard, c'est un point intéressant, notamment les usages à destination des personnels soignants, mais aussi du patient. Peut-être une question un peu globale, est-ce que vous pensez, donc, et le rôle angulaire de la donnée, notamment de la donnée structurée, qui est un patrimoine commun, c'est peut-être une question pour Frédéric, est-ce que ça peut contribuer à financer ces données d'une certaine manière notre système de sécurité sociale? Et puis deuxième point qui est important qu'on peut voir aussi dans les hôpitaux, c'est la pénurie de personnel soignant. Est-ce que l'innovation en santé numérique, notamment donc sur les usages et le nœud sociologique à faire sauter, comme tu l'as évoqué, ça peut contribuer à attirer à revaloriser ou à changer les métiers liés au personnel soignant. Qui veut répondre à ces deux questions? Moi, je peux peut-être poser quelques réflexions. Je ne sais pas si j'y répondrai totalement. À mon avis, ce qu'on voit, hein, et là, je fonce quelques portes ouvertes, c'est que l'irruption de stratégies de données va changer, a déjà commencé à changer des modèles de financement. Est-ce que ça va amener de la valeur complémentaire? Comment est-ce qu'on va l'intégrer dans les modèles, etc. On a quelques éléments de réponse, mais il faut regarder à l'étranger ce qui se passe, notamment sur des économies comme le marché US, où la donnée est une économie fonctionne sur une économie de marché, ce qui n'est pas le cas en France. On a besoin d'une doctrine, en tout cas vraiment partagée, positionnée à l'échelle française, à l'échelle européenne, mais on voit à quel point aux US c'est devenu quelque chose qui effectivement a une valeur marchande, qui peut s'échanger, qui peut participer à des systèmes de financement. Pour autant, est-ce que ça remplacera complètement les modèles actuels? Je pense que ça fait partie de la réflexion que Frédéric appelle de ses voeux sur l'évolution du fonctionnement de notre système de santé, et dont la partie financière va être un élément important. Donc ça, c'est un premier point. Moi, je me permettais aussi de rebondir sur quelques points, parce que je trouve que le débat est intéressant. Il va être complexe parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés avec lesquels je suis en accord, mais je vais quand même faire un peu l'exercice de challenger certains éléments. D'abord, les points sur lesquels je suis parfaitement d'accord, c'est qu'on a énormément de force. Et donc, au moment où on est encore aujourd'hui sur la une de certains quotidiens en train de se dire le système s'effondre, c'est compliqué, il n'y a plus de soignants, etc., ce qui sont pour certains des réalités pratiques, il faut aussi ne pas verser dans le misérabilisme et reconnaître sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour trouver des réponses à certaines des problématiques. Et donc ça, c'est vraiment important parce qu'il ne faut pas se perdre dans tout dysfonctionne, ça va être compliqué. On voit effectivement quelques stigmates et pour être tout à fait réaliste et conscient, ça va s'augmenter dans les prochains mois. On le sait, on commence à alerter sur des difficultés pratiques sur les permanences de soins cet été, etc. Et donc on sait qu'on va au-devant de moments difficiles. Et donc les solutions, il faut les trouver maintenant. La façon dont on peut les trouver, et là aussi je suis d'accord avec Frédéric, c'est une vision qui se porte à deux niveaux. La première, elle est forcément systémique. Et c'est ce qui avait été tenté dans Ma Santé 2022, avec vraiment la volonté de repenser à l'échelle globale l'ensemble des pans du fonctionnement du système de santé. On est dans un paradigme, effectivement, pour notamment des conservatismes, et là aussi j'abonde dans ce qui a été dit, où finalement tout revient à des questions de conduite du changement. Comment est-ce qu'on va faire pour accompagner un certain nombre d'acteurs professionnels, institutionnels, associatifs, patients, etc., à comprendre que le monde change, que les besoins changent et que la structuration et les modèles de fonctionnement doivent aussi changer, sous peine de voir arriver ce qu'on a vu, qui a été mis en avant dans un système sous tension pendant la crise, et puis qu'on va ensuite, j'espère, éviter
longévité, c'est-à-dire la chronicisation de ces problématiques devant l'incapacité de penser des réponses fortes justement de changement. Et donc, est-ce qu'on est dans une logique où finalement on va accompagner certaines visions qui peuvent être archaïques, corporatistes, etc., qui n'est pas du tout un jugement de valeur, mais qui est une réalité, ou est-ce qu'on va attendre d'être dans des situations de blocage et de difficulté pour se dire maintenant, le changement est une urgence et donc il faut qu'on le pense tous ensemble. Parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur comment est-ce qu'on invente le CHU de demain, comment est-ce qu'on repense le territoire, etc. Et on voit qu'il n'y a pas encore de mise en application réelle de ces éléments. Je me permets juste de rebondir, Antoine, sur ce que tu viens de dire, parce que c'est extrêmement important sur la conduite de gestion du changement. Dans la gestion du changement, dans la plupart des modèles académiques, il y a un élément déclencheur qui est l'élément d'urgence. Après, il y a ce qu'on appelle des quick wins ou la théorie des petits pas. Enfin, ça, on peut le montrer. Mais ça, c'est un point quand même qui est important parce que le momentum de déclencher la gestion du changement sur lequel on est, je pense, tous les quatre, on s'accorde. Il y a une notion d'urgence qui doit être prééminente, en fait. On n'est pas obligé d'attendre cette modalité d'urgence, mais c'est une des modalités de changement. On l'a bien vu pendant la crise. C'est-à-dire que pendant la crise, tout d'un coup, on s'est retrouvé avec des patients qui arrivaient de partout et la nécessité de travailler tous ensemble et de trouver des solutions rapides pour mettre en place un réseau de soins qui implique de la ville, des outils de télésurveillance, de suivi à l'hôpital et des vrais parcours entre je surveille le patient qui ne va pas bien chez lui et puis je caractérise le moment où je le prends à l'hôpital, je le fais ressortir dès que je peux parce qu'il faut libérer des lits, etc. Tout ça sont des stratégies qui sont inédites, au-delà des stratégies de données qui ont été mises en place pour caractériser l'évolution de l'épidémie. Donc le critère d'urgence est une modalité de changement, il y en a d'autres, et donc une des questions c'est de savoir est-ce qu'on est obligé de se caler là-dessus ou est-ce qu'on peut accompagner d'autres façons. Et puis peut-être deux éléments pour revenir aussi sur les sujets numériques. Le numérique n'est pas une finalité en soi, c'est un outil et donc là aussi c'est très très important qu'on soit bien au clair et le but de Paris Santé Campus c'est pas de créer une division numérique qui soit l'alpha et l'oméga, etc., mais vraiment de comprendre comment est-ce qu'on va accompagner les grands changements du système de santé avec ces outils numériques et comment est-ce qu'ils vont faciliter, simplifier, créer des nouveaux usages, etc. Mais derrière le numérique, il y a de l'humain. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans une vision éthique et humaniste. Il ne faut pas oublier à la fois sur ces aspects numériques la vision éthique et puis la fondation de l'acte de soin intègre une partie de relations et une partie humaine qui est essentielle. Et donc ça, c'est vraiment important de garder cet esprit-là, cette idée-là à l'esprit parce que sinon, on se trompe d'objectif, tout simplement. Et puis le dernier point aussi, c'est que dans l'idée que le numérique est un outil, c'est un outil de transformation profond dans lequel on peut passer justement de la conduite du changement et dans lequel je souhaite que moi, ce soit un levier pour accompagner à la fois des choses qu'on n'a pas complètement réussi à faire. On parlait tout à l'heure de la ville et de l'hôpital. Recréer du lien parce qu'on met les conditions, le numérique peut en faire partie, mais ce ne sont pas les seuls. Ça peut être un des enjeux. Comprendre à travers ça qu'aujourd'hui, tout le monde travaille ou regarde les données hospitalières parce qu'elles existent et parce que l'avantage, c'est qu'il y a un ensemble qui est fonctionnel et structuré qui peut générer de la donnée, mais comprendre que le gros enjeu en termes de volume, en termes de valorisation, en termes d'impact, demain, ce n'est pas les données hospitalières. C'est les données de vie réelle en dehors de l'hôpital, les données de parcours de soins, etc. La masse de données qu'il y a à générer, elle est là. Et donc ça, c'est vraiment important. Et puis, avec un deuxième élément qui est d'accompagner des transitions qu'on appelle tous de neveu ou qui sont à venir, notamment la transition du soin vers la prévention, où là aussi, le numérique est un outil et un levier qui sera important d'actionner. Voilà, donc quelques réflexions un peu pêle-mêle à tout ce qui a été dit. Tu veux réagir aussi, Frédéric? Oui, non, pour réagir, alors, je suis content d'entendre Antoine, donc je ne vais pas le redire, mais qui dit bien que le numérique est un outil, ce n'est pas une fin. Donc on ne va pas faire générer, je ne sais pas si ta question était sur comment est-ce qu'on peut faire des économies ou repenser le modèle économique. Donc on va voir qu'on ne peut rien faire sans le numérique, mais on ne va pas réfléchir à partir du numérique. Je prendrai juste trois pistes. La première piste pour transformer le modèle économique et le rendre donc beaucoup plus pertinent et efficace, c'est de baisser la consommation de soins. C'est-à-dire, c'est d'investir de ce qu'on appelle l'investissement social dans le capital humain
pour essayer d'augmenter le maintien en bonne santé, d'augmenter ce qu'on appelle l'espérance de vie sans incapacité. C'est une donnée essentielle, un peu comme l'électricité. La première source d'économie d'électricité, c'est quand même d'en consommer moins. Bon. Mais ça coûte très cher en matière d'investissement. Et d'ailleurs, on pense tellement que ça coûte très cher qu'on dit « Ah oui, mais t'es gentil avec ton maintien en bonne santé, mais ça coûte cher. Donc on va voir ça plus tard. » On l'a fait dans un secteur. On a fait puisque la protection sociale, ça se voit, le risque social, il y a une partie qui se réfléchit là aussi de façon globale. La santé étant pas une branche de la sécurité sociale par hasard. C'est un risque social qui a des similarités avec les autres. Le risque travail, le risque chômage. Il y a 5 ans, on a dit, tiens, on va arrêter de penser la gestion du chômage en aval à partir d'améliorer toujours le système d'assurance chômage, mais on va agir en amont sur les compétences. On va investir 15 milliards d'euros dans le plan compétences, le PIC, plan d'investissement dans les compétences. Curieux, personne ne fait le lien, mais aujourd'hui on est à 7,3 points de chômage de la population active et on vise les 5%. Donc on voit que toute l'efficacité, et donc les dépenses d'assurance chômage baissent et l'assurance chômage va être excédentaire cette année et encore plus excédentaire l'année prochaine, etc. Bon. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire sans la data. Vous ne pouvez pas le faire sans un atlas précis des besoins de santé sur le fait. Vous ne pouvez pas gérer ce maintien en bonne santé sans la data. Bon. Deuxième piste, l'efficience des parcours de soins. 2/3 des dépenses d'assurance maladie sont centrées sur les 12 millions et demi de patients qui ont des ALD, une ou plusieurs ALD. Donc c'est ça. Et 80% de la croissance de ces dépenses dépendent de ces ALD. Aux États-Unis, c'est 90% des dépenses qui sont centrées sur les ALD. Donc évidemment, la maîtrise des dépenses, ça passe premièrement par ce que j'ai dit avant, et deuxièmement par cette maîtrise des dépenses d'ALD. L'efficience des parcours de soins, c'est difficile. Ce qui justement, si vous mettez, donc en décloisonnant du numérique pour le pilotage, on propose un contrat thérapeutique qui soit avec une gestion digitale de ce contrôle et une évaluation chaque année de ça, vous faites des économies. Juste 1% de gain de productivité, c'est 1 milliard d'euros pour les ALD. Au niveau des dépenses, on est à plus de 100 milliards. Troisième piste, ce qu'on appelle la pertinence des soins. Je n'aime pas beaucoup ce nom parce que ça donne l'impression que les médecins sont des abrutis et font des choses impertinentes. Mais enfin, on va dire le bon soin au bon patient au bon moment. Ça, c'est clair que l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié là aussi au digital, est un outil indispensable pour véritablement faire progresser les choses. Donc voilà, vous voyez, c'est d'abord définir une stratégie bonne maîtrise des dépenses de santé, qui est l'inverse de ce qu'on fait, mais qu'on fait par défaut, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans une logique de transformation, je ne jette pas la pierre, parce que tous les gouvernements font la même chose, c'est-à-dire le rabot depuis longtemps. Je rappelle qu'on a un déficit structurel aujourd'hui, au moment où on parle, sur les 5 ans à venir, de 15 milliards d'euros de l'assurance maladie. Donc là, vous voyez qu'on parle, je suis interrogé tout à l'heure, sur la fermeture de lits qui fait aux urgences, donc on parle de ça, mais on est toujours sur le court terme. C'est ça la tragédie des horizons, c'est-à-dire c'est comme en écologie, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de reporter en se disant oui, mais il y a des priorités plus importantes. On me sort ça tous les jours. Mais tu ne comprends pas que les priorités du court terme, tu les gères. Vous ne pouvez pas demander des sacrifices aux gens, ce qu'il va falloir leur demander là pour passer l'été. Il va falloir demander des sacrifices aux gens. Mais vous pensez qu'ils n'en ont pas fait déjà assez et que la seule façon, les gens ils veulent bien faire des sacrifices, les soignants, mais sous réserve que ça serve à quelque chose. Parce que si c'est pour, en septembre, en refaire, parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'améliore, vous voyez ce que je veux dire. Donc là aussi, tout ça va dans le donnons un peu d'espoir. Cette espérance, elle est dans la transformation du système fait avec une réflexion et une action collective. Et là, on verra vite, à mon avis, la lumière. Bernard, je te laisse répondre Oui. peut-être sur cette logique d'espoir que j'aime beaucoup, Oui. sur des choses positives aussi, c'est dans toute gestion du changement aussi, il y a le sentiment d'urgence, mais il y a aussi les petites victoires, les quick wins, pour parler en mauvais français. Et donc, peut-être pour terminer, voilà, sur
au-delà enfin, je dirais pour revenir à un niveau plus de l'hôpital, des territoires, quelques éléments d'espoir aussi, notamment liés à notre sujet, sur lesquels tu pourrais témoigner, quoi. Tout à fait, oui. Enfin, quand on a parlé de génomique pour démarrer cet atelier, cette table ronde, moi, mes collègues me disent que j'ai le gène de l'optimisme. Donc, alors j'y peux rien, je suis né comme ça, je ne vois que le verre à moitié plein et ça continuera, je pense, en tout cas pendant cette vie, je pense que c'est définitif. Oui, il y a de l'espoir parce que, de façon très concrète, le numérique, tu parlais du personnel à l'hôpital qui s'en va. Le numérique, ça permet de tracer des perspectives de modification des pratiques, de la manière dont on va faire son métier tous les jours, avec des éléments des outils qui vont venir, d'une certaine manière, éclairer la façon dont on travaille aujourd'hui, à partir de ce qu'on a appris il y a 20 ans, et dont on travaillera demain, probablement avec des données. D'accord ? L'utilité de tel ou tel médicament, l'utilité de telle ou telle façon d'accompagner les gens, la manière dont les patients se saisissent de leurs propres données de santé, peut-être déjà pour faire de la prévention. Moi, je fais de la marche nordique à fond, avec un groupe, tout le monde, pas moi, mais tout le monde a son truc branché, et à la fin, on regarde les kilocalories. Donc, ça, ce sont des impacts très forts qui vont reconditionner l'idée de qu'est-ce que c'est qu'être soignant. Alors, quand moi j'ai commencé à faire de la médecine, c'était donner son corps à la science, ses nuits, ses jours, ses semaines, et voilà, c'était comme ça. C'est plus du tout ça, parce que tout a changé du point de vue de la société, et en particulier de cette intrusion forte du numérique sous différentes formes depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant, et qui est venu envahir tous les comportements, et d'abord le comportement de ceux qui demandent de la santé ou du soin. Ça, c'est fondamental. Donc, si les personnes doivent revenir à l'hôpital, les médecins et les soignants en général, puisque tu as posé la question, c'est de dire, proposons-leur un cadre pour travailler à l'hôpital qui n'est pas le cadre dont on dit qu'il est vertueux parce que nous, on le faisait comme ça. Alors, je vous donne des exemples très concrets. C'est pour ça que sur les territoires, j'essaie de faire très concret. Tout à l'heure, Frédéric disait, à quoi ça sert un médecin salarié à l'hôpital, puisque la valeur de l'hôpital, c'est d'avoir effectivement des données qui vont avoir une valeur pour la recherche. Une valeur pour la recherche, ça veut dire aussi une valeur pour les industriels qui, derrière, vont relayer tout ça. Il y a la pharma, mais pas que. Donc là, il y a un vrai travail à l'hôpital à faire. Est-ce qu'il faut pour cela que les gens soient salariés à 100% et qu'on leur interdise de travailler sur le territoire? La réponse, c'est non. Et moi, je suis 100% d'accord, et je ne suis pas le seul, parce qu'on est très nombreux à être d'accord là-dessus. Alors, qu'est-ce que je propose à des radiologues sur le territoire? Je leur dis, vous allez travailler à l'hôpital, parce que vous allez faire le travail de l'hôpital, y compris les gardes, les astreintes, etc. Mais vous allez aussi avoir du temps pour vous, pour aller gagner plus d'argent dans le privé, parce que ce n'est pas les mêmes modalités. Et puis pour ceux qui veulent faire de la recherche, on pourra faire de la recherche. Ceux qui veulent faire de la téléradiologie, là on est dans le numérique, la téléradiologie s'est installée, alors vous allez pouvoir en faire. Et donc on a construit des cadres. Alors je vous raconte l'histoire de Valenciennes, comme ça, bon, vous savez que Valenciennes n'est pas au bord de la Méditerranée, donc ce n'est pas un lieu où les gens viennent d'abord pour la mer. Donc j'arrive à Valenciennes, 32 postes ouverts, 14 radiologues, la moitié à temps partiel, d'accord, pour un hôpital qui a 1850 lits. Donc, avec des cliniciens, des chirurgiens, etc., qui, eux, attendent que l'imagerie leur réponde. Je vous passe un certain nombre de détails. Comment on fait pour avoir des radiologues à Valenciennes dans ces conditions? On fait une proposition à ces radiologues qui est suffisamment hybridée, variée, numérisée, etc., pour que, définitivement, ils aient envie de venir à Valenciennes. On a recruté en un an 25 radiologues, le plus vieux, 38 ans. C'est intéressant. Et je suis parti de Valenciennes, ils sont toujours à Valenciennes. Et ils ont pris leur métier comme ça. Autour du radiologue, il y a le manipulateur radio. Il y a un certain nombre de personnes. Ils travaillent avec les urgentistes. Et donc, le numérique nous a aidés à travailler sur les flux et les parcours, en disant,
ben, on va mieux comprendre comment les gens arrivent aux urgences. Pourquoi il faudrait que certains n'arrivent jamais aux urgences? Où est-ce qu'il faut mettre la porte des urgences? Est-ce que c'est dans l'hôpital ou est-ce qu'il faut la mettre en ville, etc., etc. Et donc, on a commencé à installer des éléments de gestion des flux, la quantité de patients, de parcours. C'est quoi ces patients? Est-ce qu'il faut rentrer à l'hôpital? Oui. Dans ces conditions, est-ce qu'il y a un lit? Est-ce qu'il ne faut pas rentrer à l'hôpital? Dans ces conditions, où on va? Vers qui on va? Etc. Et donc, on a posé des solutions numériques très concrètes avec, alors plus ou moins acceptées au départ, mais avec un intérêt, c'est que les gens ont eu la révélation que leur métier pouvait être différent. Alors, c'est un exemple. Cet exemple, une partie est reproductible sur les territoires, et donc c'est un effort qu'il faut continuer à faire précisément pour s'intégrer dans une vision beaucoup plus macro, qui est ici dirigée par les personnes qui s'en occupent, parce que cette petite unité territoriale, elle va nourrir ce système macro au niveau de l'État, où il faut régler des problèmes politiques et des problèmes économiques, mais qu'on ne réglera pas si on n'accepte pas qu'on a cet enjeu-là. Voilà. Et cet enjeu, il faut qu'on le partage ensemble, et c'est très bien. Je pense que cet échange-là prouve bien qu'on a à partager et à continuer à travailler ensemble. Moi, je trouve que c'est une très très belle conclusion. J'avais encore des tonnes de questions sur mes antisèches, mais le temps file. Donc je trouve que c'est une très belle conclusion, Bernard, pleine d'espoir. On a compris qu'il y avait la notion de gestion du changement, la dimension systémique à prendre en considération, les écosystèmes de culture tels que PSC à prendre en considération, le rôle de la donnée de santé qui est très important. Je propose de conclure cette première table ronde en vous remerciant infiniment tous les trois d'avoir contribué, j'espère, à la réflexion. On va mettre en place la deuxième table ronde, et puis pour rebondir par rapport à ce qui a été dit, et puis puisqu'on va parler de cas concrets, je vous donnerai ce que m'a dit Nicolas Grémy, donc qui a investi donc à la BPI. Il est en charge de valider tous les projets sectoriels en santé numérique, les critères dans les projets dans lesquels ils ont investi à la BPI. Ça me paraît intéressant pour étayer nos réflexions. Mille merci à vous trois.